Bretonnier, bonjour. Bonjour Gaby. Alors, l'événement de la semaine, évidemment, c'est la fixation par l'État de la date de la troisième consultation référendaire, le 12 décembre de cette année, 2021. C'était d'ailleurs une date à laquelle peu de Calédoniens croyaient. Les indépendantistes demandaient 2022, les loyalistes demandaient 2021. On sera en début de la campagne présidentielle. Est-ce un risque que prend l'État? Est-ce que c'est une date mûrement réfléchie en fonction d'un certain nombre de paramètres, dont la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron? Mais c'est une décision de l'État. Et Sébastien Lecornu l'a rappelé, cette décision incombe à l'État et est ressortie des compétences de l'État. Pour quelles raisons? Quelle est la position de l'État? Quelles seraient éventuellement des arrière-pensées s'il y en avait? Quel est votre commentaire sur cette décision de l'État? Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que les indépendantistes ont perdu. Ils souhaitaient que ce soit le plus tard possible. Or, ça a été le plus tôt possible, compte tenu des problèmes techniques pour l'organisation du référendum. Je crois que c'est effectivement l'État a mesuré qu'il y avait ensuite des campagnes présidentielles, etc., qui allaient s'annoncer. Et il ne voulait probablement pas que la campagne vienne s'occuper de la Nouvelle-Calédonie, en quelque sorte. D'ailleurs, il a fait... on ne sait pas qui, mais enfin, il y a eu en tout cas... Que ce ne soit pas un sujet dans la campagne électorale qui rompt un peu ce consensus national sur la Nouvelle-Calédonie. Que ça devienne un sujet de campagne électorale présidentielle. Oui. Et on le voit avec ce sondage qui a été effectué pour savoir si les métropolitains étaient favorables ou pas à l'indépendance. Ça montre que, je crois, le pouvoir en place se demande quelle conséquences ça peut avoir sur la campagne électorale, quelle va être la position d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen on la connaît, ou d'autres, ou les Républicains, sur la Nouvelle-Calédonie. Donc il vaut mieux que ça ait lieu avant, de telle manière que ça n'ait pas trop de conséquences pour la Nouvelle-Calédonie. Mais l'État veut simplement la paix. Oui. Veut que les choses se déroulent sereinement. Cette date, est-ce que ça paraît être un engagement de l'État ou simplement la défense des intérêts de l'État et de la campagne présidentielle, en quelque sorte? Oui. Alors, les intérêts de l'État, on voudrait les connaître exactement. En tout cas, on voudrait savoir exactement quelle est la position de l'État. Même si il y aurait eu une déclaration du Premier ministre. Alors effectivement, le Premier ministre a déclaré que pour lui, il fallait trouver une solution consensuelle dans la République. Ouais. Voilà, il a clairement indiqué sa position à lui, en tous les cas. Tant mieux, parce que jusqu'à présent, on ne savait pas trop. Avec Emmanuel Macron, c'était le en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, on le voit dans le document de l'État sur le oui ou le non. Donc d'un côté, l'État trace un tableau apocalyptique, oui, mais réel. Le mot est... réel mais apocalyptique, c'est-à-dire juste. Voilà ce qui va se passer, les financements de l'État, c'est terminé, ils devront prendre une autre forme, la nationalité, tout le monde n'aura pas sûrement pas la double nationalité. Il y a un exode de milliers de personnes qui quittent la Calédonie, et en particulier ceux qui ont un fort pouvoir d'achat, les entrepreneurs, etc. Ça va être bref, un effondrement économique pour une nationalité, pour des dettes sociales gigantesques, dettes nickel. En plus, l'État se permet de dire, mais attention, si vous êtes indépendant, il faudra quand même rembourser. Donc, c'est-à-dire que non seulement la Nouvelle-Calédonie indépendante ne pourra pas compter sur le nickel ou l'usine du Nord pour s'en sortir, mais en plus, elle aura des dettes au moment où l'indépendance arrivera, des dettes qu'elle devra payer. Donc, c'est apocalyptique. Donc, on a l'impression, ça va, l'État, en quelque sorte, est avec nous, parce que c'est pas avec M. Chrisnart ou la Taste qu'on aurait eu ce genre de document. Pour en être persuadé, d'ailleurs, ils n'ont jamais produit un seul état des aides de la France à la Nouvelle-Calédonie. Une fois, le TPG l'a fait, et il s'est fait taper sur les doigts à leur époque. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même eu du changement. Mais de l'autre, il rassure aussi les indépendantistes. D'abord, le seul engagement que l'État prend, c'est qu'il n'y aura pas de partition. Il donne un tas de raisons juridiques
qui n'ont pas de valeur, parce qu'on sait bien qu'il y a la partition des Comores, elle a bien existé. Il y a bien eu Mayotte, il y a eu les Comores, etc. Donc ça n'a pas de valeur. Donc c'est simplement pour rassurer les indépendantistes, parce que c'est ce dont ils ont le plus peur, c'est que la province sud se sépare du reste, puisque finalement, la province sud, c'est 90% des recettes fiscales. Il dit aussi, bon, ben, il y aura plus les financements de l'État, mais il y aura quand même des aides au développement, sans dire ce que sont les aides au développement. Or, ceux qui s'intéressent savent ce que c'est que les aides au développement, c'est 10 fois moins que ce que donne la France à la Nouvelle-Calédonie en ce moment. Il dit aussi, il pourra y avoir des accords d'association. Mais où est-ce qu'on a vu des accords d'association qui aient vraiment marché? Ça n'existe pas. Et il dit aussi, mais le droit à l'autodétermination restera valable. On pourra toujours consulter à nouveau pour savoir si la Nouvelle-Calédonie sera indépendante ou pas. Enfin, on ne va quand même pas en faire maintenant tous les ans des référendums. Mais c'est un droit inscrit dans la Constitution mais c'est un droit française. Inscrit. Non, mais il le rappelle. Voilà. Et même sur le corps électoral, il dit que le corps électoral devra être dégelé à cause des jugements de la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Mais qu'il pourra être restreint. Bref, il rassure les indépendantistes. Donc on pourrait dire, bon, bah, finalement c'est parfait, parce que comme ça, il peut maintenir, il espère en tout cas, pouvoir maintenir la paix civile en Nouvelle-Calédonie. Et je crois que c'est ce qui l'intéresse le plus. C'est ça. Il ne veut pas de trous, pas d'événements en Nouvelle-Calédonie. Et s'il y en a, eh bien, il a prévu un haut commissaire qui a une formation militaire et policière adaptée. Oui, mais on a quand même le sentiment qu'au fond, même si la population métropolitaine serait indifférente en quelque sorte à une indépendance choisie par sa population pour la Nouvelle-Calédonie, on a le sentiment que dans la classe politique française, il y a un certain nombre de responsables, y compris de responsables gouvernementaux, qui préféreraient, qui ne peuvent pas l'affirmer aussi clairement pour ce qui concerne l'État, mais le gouvernement apparemment s'engage davantage, qui préférerait que la Nouvelle-Calédonie reste dans le giron de la République, pour un certain nombre de raisons. Bien sûr. Mais même les gens de gauche dans le Parti Socialiste a toujours été divisé. Il n'est pas favorable unanimement. On a le cas de Manuel Valls, qui lui a pris clairement position pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République. Voilà. Donc, et moi, sur le sondage que vous évoquiez, Pierre Bretonnier, il y a quelque chose qui m'avait frappé, justement, c'est que la population métropolitaine, moi je serais plus nuancé que vous, ne souhaite pas l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais comme dirait Chirac, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, quoi, que la Calédonie soit indépendante. Mais ce sondage indiquait aussi clairement que la classe politique française, et c'est important pour nous, parce que c'est le Parlement qui intervient, c'est le gouvernement, était majoritairement, malgré tout, favorable au maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Je crois que c'est clair, c'est l'intérêt de la France, c'est l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. C'est sûr que la grande déception des Français, des leaders politiques et des Français en général, c'est que ceux qui demandent l'indépendance sont les Kanaks, quoi. C'est-à-dire que ce que la France aurait voulu, c'est que les Kanaks votent pour la France. Malheureusement, ils n'y arrivent pas. Mais ils savent bien, tous ceux qui ont étudié un peu le sujet, ils savent bien que l'indépendance sera l'appauvrissement de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pas son intérêt. Et pour la France et l'Occident, ça risque d'être terrible, parce qu'il y a quand même la Chine qui est à nos portes. Et donc la France, qui est partie prenante dans l'axe Indo-Pacifique, craint quand même cela. Et donc veut essayer de tenir aussi auprès des États-Unis, de l'Australie, de l'Inde, des engagements contre l'avancée de la Chine dans le Pacifique. Alors il semblerait qu'il y a eu un entretien assez long avec le général chef d'état-major des armées, et il y a eu le développement des diverses influences dans le Pacifique, et notamment les pions qu'avance la Chine, et il semblerait que cet exposé ait fortement impressionné les participants, et c'est vrai qu'au niveau de l'État, peut-être pas au niveau de la population métropolitaine, mais au plus haut niveau de l'État, c'est un sujet qui ne peut pas échapper à sa préoccupation. Vous savez, moi, une anecdote, il y a quelques années, Jean-Pierre Chevènement était venu en Calédonie parce qu'il présidait la commission du Sénat, je crois, sur la défense nationale. Et j'étais le seul au milieu d'indépendantistes.
Et il avait quand même dit aux indépendantistes, il a montré une carte, il a dit, vous voyez, la Nouvelle-Calédonie, c'est tout petit. Et donc vous avez le choix, c'est où vous êtes avec la France, c'est-à-dire avec l'Europe, avec l'Occident, ou vous êtes avec la Chine. Or la Chine, ça n'est pas seulement une puissance commerciale, financière, c'est aussi une puissance militaire. Donc, et ça a mis en colère d'ailleurs les indépendantistes à l'époque. Mais c'est pour montrer aussi que les socialistes ont bien conscience de la situation de Nouvelle-Calédonie. La date du 12 décembre 2021 donc, a été décidée. Les opérations vont être préparées, elles seront en place pour ce 12 décembre. Pensez-vous que pour cette date, les indépendantistes soient plutôt bien placés actuellement ou moins bien placés que lors des 2 précédents référendums, sans vouloir évidemment tirer de plan sur la comète et annoncer un résultat? On est échaudé avec le 70-30 du premier référendum, mais est-ce la meilleure séquence pour les indépendantistes, les 6 mois qui viennent, pour affronter cet ultime référendum? Non, je pense que pour eux c'est le pire. C'est d'ailleurs à mon avis la raison principale pour laquelle ils voulaient reporter le plus tard possible le référendum. L'Union calédonienne l'avait dit. C'était la candidature de M. Népéhoun, justement, pour essayer de rattraper le retard pris avec les événements de l'usine du Sud, notamment. C'est terrible, ils ont perdu partout. L'usine du Sud, donc ils n'ont pas réussi. Évidemment, c'est plutôt un échec, pour eux. Il faut qu'ils expliquent ça à leurs militants, je ne sais pas comment ils font. L'usine du Nord, c'est une catastrophe. C'est l'usine qui était censée financer l'indépendance. Elle a endetté la Calédonie, qui, même si elle devait indépendante, ne pourrait peut-être jamais rembourser cette dette. Alors les 1200 milliards, maintenant, c'est officiel. Tout le monde se réfère à ce chiffre, l'endettement global, notamment dans la SMSP partie prenante, c'est 1200 milliards. Bien sûr, ils sont donc, le CFP, bien sûr. Ils essayent absolument d'éviter la cessation de paiement. Je ne sais pas comment ils vont y arriver. C'est-à-dire qu'ils vont appeler la province Nord au secours. Mais la première intervention était illégale, dit la Chambre des comptes. La première intervention de la province Nord qui a subventionné. C'est illégal. D'ailleurs, D'ailleurs, la Chambre des comptes a souligné aussi qu'il était illégal pour la Sophie Nord de prendre des participations dans l'usine du Sud. Oui, et la SODIL aussi, d'ailleurs. La Chambre des comptes est terrible dans son étude, dans son audit de la SODIL également. C'est-à-dire qu'elle dit des vérités qui sont dénoncées, qui étaient dénoncées depuis pas mal de temps, notamment par moi-même. Mais là, c'est un organisme officiel qui a la capacité juridique et comptable de juger les comptes qu'elle voit. Et donc, c'est incontestable. Donc, c'est l'échec de la province Nord, l'échec donc de la politique indépendantiste, c'est-à-dire socialiste. Il faut pas oublier que ce qu'ils veulent, c'est comme l'indépendance kanak socialiste. C'est un échec terrible. C'est aussi un échec personnel pour Dang, qui est en fin de carrière. Alors, il y a aussi l'élection du président du gouvernement. C'est-à-dire que ça, c'est le retour. C'est-à-dire qu'à Paris, les choses, entre les réunions sous les ordres de la République, etc., ça nous éloigne un peu des difficultés présentes de la Calédonie. Mais au retour, et ça concerne les indépendantistes, puisqu'ils sont majoritaires au gouvernement, il y a cet épineux problème de l'élection du président qui vient s'ajouter à ce que vous disiez. Ça montre que chez eux, en plus, il y a une séparation, une opposition entre l'Union calédonienne et l'UNI qui est très profonde. Pas seulement pour des questions d'élection de personnes, bien que ce soit important. On ne voit pas que Ouamitan démissionne de son poste du Congrès pour mettre quelqu'un de l'UNI, etc. Enfin, je ne sais pas quel bricolage ils ont essayé d'inventer pour obtenir que l'un ou l'autre des partis préside. Mais on voit qu'ils n'y arrivent pas. Donc on imagine ce qui se passerait en cas d'indépendance. Mais je crois que, pardon, je donne un autre argument qui me paraît important. Ça va être le problème des coutumiers. Et probablement qu'en cas d'indépendance, ce qui passerait, c'est aussi une lutte de pouvoir entre le pouvoir politique et le pouvoir coutumier. C'est déjà le cas aux îles Loyauté. C'est déjà le cas aux îles Loyauté. Et on va le voir, par exemple, entre l'UNI et quelqu'un comme Néautine est un marxiste, les coutumiers, ça n'intéresse pas trop. On n'a jamais entendu dire
que les coutumiers avaient raison, qu'il fallait suivre les coutumiers, et au contraire, il va imposer un choix civil, en quelque sorte, indépendantiste laïque. Et laïque. Voilà. Et moi, je crois d'ailleurs que, franchement, la France et les loyalistes ne disent pas assez que la France, actuellement, est garante de la coutume mélanésienne. Et c'est elle qui a mis en place les aires coutumières, le Sénat coutumier, qui a fait reconnaître les langues, qui les a introduites, au baccalauréat, qui en a fait des langues d'enseignement, etc. Certaines langues. Certaines langues. Parce que beaucoup d'autres avaient tellement peu de locuteurs. Ou sont ignorés. Elles ont des locuteurs, mais elles sont relativement ignorées. Mais pour revenir à la date du référendum, votre regard sur la situation des indépendantistes pour cette date n'est pas celui qui considère que c'est la meilleure période pour les indépendantistes. Non, c'est la pire. Ultime scrutin. Alors, c'est sûr qu'il y a un fond quand même mélanésien, enfin un fond qu'il y en a qui restera comme indépendantiste, parce que ça a été comme ça dans le monde entier. Ce sont les 43%, noyau irréductible, semble-t-il. Voilà. Mais ce qui est important, c'est la marge, parce que c'est à la marge que ça va se jouer. C'est-à-dire savoir si le oui à l'indépendance va progresser ou va régresser. Et donc c'est là où va se porter le jugement local, national et même international. Et voilà. Et donc c'est cette marge qui est importante, et cette marge, ils l'ont perdue, à mon avis. Alors, on ne sait pas s'ils l'ont perdu, mais en tous les cas, cette marge correspond probablement, les 4%, aux électeurs relativement indécis qui se disaient, pourquoi pas, après tout, l'indépendance, peut-être qu'on aura la paix, ça se passera mieux. Est-ce que vous pensez que parmi ces 4%, certains se disent aujourd'hui que finalement, les indépendantistes ne sont pas prêts à assumer une indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Mais beaucoup doivent se le dire. Mais malheureusement, beaucoup vont peut-être quand même voter pour l'indépendance. C'est ça qui est terrible. Ouais. Mais il y en a quand même beaucoup qui vont s'abstenir. Et puis il y a aussi quelques Européens, pas très nombreux, mais qui existent, y compris en brousse, y compris en province nord, qui se disent après tout, vaut mieux éviter la guerre, vaut mieux éviter les événements, etc. Et puis, M. Niaouti nous a pas maltraités, ce qui est vrai d'ailleurs. Et bien je crois que ceux-là, là, ils vont se rendre compte que ce sera une catastrophe, l'indépendance. Ouais. C'est-à-dire qu'il va y avoir un effondrement de l'économie, un départ massif des gens, un départ massif des capitaux. Les capitaux vont fuir même avant même qu'on change de monnaie. Il y aura déjà plus de. Alors l'économie n'est pas encore effondrée, mais elle n'en est pas loin pour certains secteurs, et les finances publiques, elles le sont déjà. Alors. Est-ce à dire que pour ce qui concerne le résultat du troisième référendum, aujourd'hui, l'enjeu pour les loyalistes, par exemple, est davantage de convaincre les tenants indécis de l'indépendance de s'abstenir parce que visiblement ils ne sont pas prêts à cette échéance, les indépendantistes ne sont pas prêts à cette échéance, ou d'essayer de gagner, de progresser, de faire progresser les tenants du non. Qu'est-ce qui vous paraît le plus raisonnable? Le mieux, c'est de faire progresser les tenants du non. C'est l'idéal, oui. Parce que si on convertit un oui en non, ça fait 2 voix de gagner. Oui. Tandis que l'abstention, c'est déjà mieux de ne pas voter que de voter pour l'indépendance. Le but étant, quoi qu'on en dise, alors, certains disent, mais ça ne change rien, que le oui l'emporte ou que le non l'emporte, il y aura 2 blocs, etc. Si le oui l'emporte, c'est différent quand même du fait que le non l'emporte, me semble-t-il. C'est tellement évident que je ne comprends pas comment Philippe Gomez ou Minakulo Tukumili osent dire que c'est pas très important, ou même, comment s'appelle-t-il, Monsieur Casarero aussi, j'ai entendu parler. Si c'est pas important, ce qui compte, c'est le social, l'économie, la culture, etc. Mais évidemment, ce sont. Si le oui l'emporte. Même, il suis un peu irrespectueux en disant que ce sont des plaisantins. Quand on voit les conséquences que pourrait avoir l'indépendance, que ce serait l'effondrement de la Calédonie, dire que c'est pas important, mais qu'il faut s'occuper du social, et quand on n'a pas d'argent, comment allez-vous vous occuper du social? Et sur le problème juridique, enfin. Si c'est le oui qui l'emporte, mais c'est terminé. Il n'y a plus rien à discuter. C'est ce que je voulais dire. C'est pas 2 blocs, c'est pas 2 blocs. Un bloc a gagné nuance. Et l'autre bloc n'a plus qu'à partir. C'est sans nuance. C'est-à-dire que le oui l'emporte par 0,1% et la Calédonie a choisi l'indépendance. Exactement. La suite,
c'est différent. Qu'il y ait un bloc qui refuse l'indépendance ou qui fasse de telle sorte que les choses ne se déroulent pas comme le prévoient les textes, c'est vraiment autre chose. Mais si le oui l'emporte, le oui l'emporte. Et Oui. aux yeux des observateurs nationaux, des responsables nationaux et des responsables internationaux, la Calédonie aura choisi d'être indépendante. Oui. Et oui, absolument. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, les indépendantistes feront ce qu'ils voudront. C'est-à-dire que la France n'aura qu'un pouvoir de pression, mais qui ne sera pas plus grand que celui de la Chine, par exemple. Et quand on sait les luttes en plus d'influence entre les deux partis qui vont se battre, et quand on sait la liesse que ça va être chez la majorité des Kanaks, je crois que très peu de restaurants, y compris parmi les Calédoniens qui disent qu'ils partiront jamais. Vous savez, tous ceux qui ont connu les événements un peu partout, que ce soit en Afrique du Nord, en Indochine, aux Nouvelles-Hébrides, très peu finalement de Français sont restés. Ensuite, il y en a d'autres, ils sont venus des coopérants, des Oui, investisseurs, au Vanuatu, etc. ils ont plutôt, d'ailleurs, les francophones ont plutôt été maltraités. Enfin, on se Ah souvient oui, en des plus. réfugiés du Vanuatu autour de Saint-Quentin. Enfin, ça, c'est une réalité. Ne parlons pas des pieds noirs d'Algérie, etc. Non, mais ça va être difficilement tenable pour tous ceux qui ont voté non à l'indépendance, qui ne seront pas Kanaks, et encore attention, hein, parce que les Kanaks, ceux qui auront été repérés pour avoir voté contre l'indépendance, ils vont vite trouver des cartes vertes, comme on disait au Vanuatu à l'époque, pour les expulser le cas échéant. Les gens des Bélep, de Marais, etc., devraient avoir ça en tête. Donc, Pierre Bretonnier, vous prenez le non, le 12 décembre. Après mûre réflexion. Oui. Je le savais, et c'est sur ces mots qu'on va terminer notre entretien du jour. Pierre Bretonnier, merci. Merci Gabi.